Alors, il faut savoir que cette émission est dédiée à la gente féminine et à travers cette émission, nous recevons donc un panéliste de femmes qui viennent sur ce plateau pour nous parler de différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau Georgette Massing qui viendra nous faire part de sa thématique. En parallèle, nous avons notre charmante Danielle qui est là, qui va se faire un plaisir de prendre la parole et de continuer la suite de cette émission. D'accord. Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez, on l'a déjà présenté plusieurs fois. L'émission Une génération de femmes 100% féminin est une émission qui est à la base créée par le réseau Femmes Générationnelles qui vise vraiment à promouvoir la femme, à lui donner sa place en fait sur la scène. Quand on dit donner la place à la femme sur la scène, c'est tout simplement le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager ses expériences, de pouvoir partager ses connaissances avec d'autres femmes ou des hommes aussi, pour que chacun puisse devenir la meilleure version d'elle-même. Ici, nous abordons différents sujets, que ce soit des sujets liés à la famille, à l'entrepreneuriat, comme ce sera le cas aujourd'hui, des sujets culturels ou encore des sujets qui vont toucher le domaine de la spiritualité. Donc, c'est vraiment ouvert. Alors, en tant que femme, n'hésitez pas, si vous avez une expérience à partager, prenez contact avec nous. On se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez surtout pas aussi à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, parce que c'est là en fait que vous allez pouvoir avoir toutes nos actualités et pouvoir suivre toutes les activités que nous menons au quotidien. D'ailleurs, les deux prochains événements que nous avons, le 28 septembre, nous organisons notre business networking et notre bootcamp annuel le 1er novembre 2019. On reviendra dessus à la fin de l'émission avec beaucoup plus de précision. Comme Sandrina l'a dit, aujourd'hui, on reçoit Georgette Massing. N'hésitez pas à poser-lui toutes les questions que vous avez aujourd'hui au cours de l'émission, parce qu'on va aborder le thème qui concerne tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont lancé leur activité ou qui sont en phase de le faire. Et c'est le thème, c'est tout simplement entreprendre en respectant les autorités institutionnelles. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de créer son entreprise en respectant ces autorités? Quels sont les risques, en fait, qu'on peut subir si jamais on ne les respecte pas? C'est pour ça que Georgette Massing est là aujourd'hui avec nous. Bonjour Georgette. Bonjour Danielle. Bonjour Sandrina. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ta personne, qui tu es, ton activité, pour que le public puisse mieux te connaître, s'il te plaît? Ok. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier. Merci Danielle, merci Sandrina de m'avoir invitée. Je suis très heureuse, honorée d'être sur ce plateau aujourd'hui avec vous. Je remercie également toute l'équipe, la régie et David qui est derrière. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Je suis Georgette Massing, je suis la représentante légale de la société GM Opti Conseil. Avec ma société, je fais de l'accompagnement en création et gestion d'entreprise. Je fais aussi de l'accompagnement en gestion des finances personnelles et professionnelles. Je suis également mère de famille et épouse. Ça, c'est une femme. Une femme accomplie et multipotentielle à tous les niveaux. Alors, en quoi consiste ton activité au quotidien? Les entrepreneurs qui viennent te voir, comment ça se passe? Quels sont les premiers besoins qu'ils émettent quand ils te rencontrent ou quand ils prennent contact avec toi? D'accord. Au quotidien, je rencontre et des futurs entrepreneurs et des entrepreneurs. Les futurs entrepreneurs, généralement, qui viennent me voir, ont un projet ou ont déjà une activité ou ont une idée de ce qu'ils ont envie de faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, premièrement, établir un cadre juridique, choisir un statut juridique, formaliser leur activité de telle sorte qu'ils ne travaillent plus dans le noir, comme on a l'habitude de le dire. On va clarifier les choses, on va les enregistrer pour qu'ils agissent de façon légale. Et par la suite, je vais les accompagner dans la gestion administrative au quotidien de l'entreprise. D'accord. Et quand tu dis de les accompagner dans le choix de leur statut juridique, c'est selon les activités de la personne, selon les besoins, s'il y a des associés ou pas Oui. Quand je les accompagne dans le choix du statut juridique, il y a énormément d'éléments qu'il faut prendre en compte. Ça sera certainement au cas par cas, parce que un futur entrepreneur qui vient et qui est seul
à créer sa société, il n'aura pas forcément le même statut qu'un entrepreneur qui vient et qui a des associés avec lui. Donc, c'est vraiment au cas par cas. On prend en compte certains éléments comme le nombre d'associés, l'activité également, ça joue, le projet que la personne a à court, moyen, long terme, parce qu'en fonction du projet, on va aussi choisir la forme juridique adéquate. Parce qu'au fait, le choix de la forme juridique est un choix qui doit être stratégique. On ne se lève pas un bon matin pour prendre une SARL parce qu'on a vu sa copine le faire. On ne se lève pas un beau matin pour créer une SAS parce qu'on a vu les autres le faire. C'est un choix qui doit être réfléchi, c'est un choix qui doit être vraiment fait de façon stratégique, comme j'ai dit, parce qu'à la forme juridique est rattachée certaines obligations. D'accord. Et je voulais savoir, au niveau, quand on vient te voir, est-ce que la personne doit déjà, comment dire, avoir un business plan, un business model? Est-ce que c'est, elle peut arriver comme ça, elle n'a encore rien, elle a juste l'idée, ou alors l'idéal, c'est vraiment qu'elle arrive avec un projet un petit peu défini pour que vous puissiez l'approfondir ensemble? Il y a justement des personnes qui arrivent avec rien, des personnes qui ont simplement une idée, des personnes qui ont simplement un talent. Je vais prendre par exemple le cas d'une coiffeuse. Elle vient me voir, elle sait elle sait coiffer, elle a ce talent-là, mais elle veut le servir à plusieurs personnes et elle ne sait pas comment faire. Justement, je veux prendre cette personne-là, l'aider, comme j'ai dit tout à l'heure, à encadrer, à choisir un statut juridique et par la suite, quand la société est immatriculée, je vais l'aider au quotidien. Je vais d'abord, premièrement, lui donner une petite formation, des conseils pour qu'elle puisse maîtriser ses obligations, pour parallèlement respecter les autorités, tout le thème de notre live d'aujourd'hui. Parce qu'un entrepreneur qui ne respecte pas les autorités, c'est un entrepreneur qui court des risques. Donc, je veux prendre une personne qui vient simplement avec une idée, simplement avec un talent. Je vais l'accompagner jusqu'à la mise en place de sa structure. Parallèlement, il y a aussi des personnes qui arrivent, qui ont déjà un business plan, qui ont déjà un business model. Pour des personnes qui n'ont pas de business plan, je le fais. Je les aide à le faire. Ces personnes-là qui ont déjà avancé, qui ont déjà une idée, qui sont déjà parfois en train déjà d'entreprendre, mais qui n'ont pas encadré, on va continuer ensemble. Alors moi j'ai une question, je voulais déjà savoir pour pouvoir un peu clarifier les choses et puis pour permettre aux personnes qui nous suivent de mieux comprendre les choses. Est-ce que déjà il y a une différence entre le business plan et le business model? Oui. Le business plan, ça va justement parler de l'aspect projet, la rédaction du projet, de la genèse du projet. Et après, ça va parler de l'étape des projections financières, de tout ce qui est chiffre d'affaires prévisionnel, bilan prévisionnel, de tout ce qui est partie financière. Et le business model, ça va aller au-delà de ce que le business plan parle, fait allusion. Le business model va parler un peu des projets, de ce qu'on veut atteindre comme résultat, de ce qu'on voudrait avoir. Ça va venir, en quelque sorte, mettre un peu comme des bases de ce qu'on veut faire et de comment faire pour arriver, de quelle stratégie adopter pour arriver là où on veut aller. Donc le business model va être un peu plus profond, je dirais ça. Mais dans le business model, on peut toujours éventuellement regarder un peu les projections financières. On va aussi regarder, se baser, aller voir un peu la genèse des projets et tout ça. Donc le business model, je dirais qu'il peut être un peu plus complet que le business plan. D'accord. Alors pour revenir sur notre thématique du jour, moi j'ai des questions assez clés
pour permettre vraiment aux gens de comprendre, parce que parfois la notion du mot est très importante Oui. lorsqu'on définit les choses pour pouvoir permettre aux personnes de bien comprendre. On a parlé des institutions. Oui. Alors aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, Oui. quand on parle des institutions, parce qu'on sait qu'on est quand même dans un pays où il y a des institutions, Oui. mais là, dans notre domaine, nous, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi exactement? D'accord. On va dire qu'une institution, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, sera simplement une administration, administration qui est dotée de certains pouvoirs. Elle a la capacité justement d'affliger ou de donner, d'imposer des sanctions en cas de non-respect de certaines lois. D'accord? Donc l'institution qui va venir justement encadrer l'entrepreneuriat, je prends le cas de la France parce qu'on est en France, il y en a plusieurs. On va avoir le greffe du tribunal de commerce, on va avoir l'URSSAF, on va avoir tout ce qui est organismes sociaux à côté, humanisme et plein d'autres, en fonction de l'activité. Donc c'est toutes ces institutions-là qu'un entrepreneur doit respecter. Mais qui dit respect des autorités ou des institutions, dit respect des lois que prônent ces administrations-là. Respect des lois qui ont été mises en place par ces administrations-là. Donc, justement, ce qu'un entrepreneur en France devrait faire, c'est d'abord, premièrement, se documenter, avoir les informations qu'il faut, prendre connaissance de ses obligations vis-à-vis de ces institutions-là et les respecter. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces administrations ont la possibilité de donner des sanctions en cas du non-respect de leur loi. D'accord. Alors aujourd'hui, pour une personne qui... On va parler des deux cas. Oui. On va parler de la personne qui est encore dans la projection. Oui. Celle qui est encore en projet, qui est encore dans l'esprit, dans le rêve, dans la gestation. Oui. Cette personne-là, aujourd'hui, veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si cette personne-là vient te voir, Oui. quel que soit le secteur d'activité, on n'est Oui. pas là pour définir, mais il y en a plusieurs. Quelles sont les premières choses que cette personne-là est censée faire concrètement? D'accord. Quelqu'un qui a simplement une idée, comme tu viens de dire, et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais à la personne de commencer par avoir le statut juridique. Commencer par immatriculer son entreprise. Parce qu'on ne peut pas entreprendre dans le flou. Tout ce qui est obscur ne prospère pas. On parle parfois du travail illégal, du travail au noir. Mais il y a énormément d'entrepreneurs des personnes qui entreprennent, qui vendent des prestations, qui vendent des produits, mais qui ne sont pas encadrés juridiquement, qui ne sont connus d'aucune administration française. Donc une personne comme celle-là, Sandrina, je dirais qu'elle doit d'abord commencer par formaliser son entreprise, immatriculer son entreprise et avoir son numéro de sirène. Ça, c'est la première étape. On se comprend. C'est la première pierre à poser. Et la plus importante, d'ailleurs. Et au niveau, on va reparler de ces créateurs-là, au niveau de la protection en fait de son image, de son nom, de son logo, parce que on suit énormément d'histoires aujourd'hui où des personnes, je me suis fait piquer mon nom, je me suis fait piquer mon identité visuelle, ou alors telle personne utilise le même nom de marque que moi, et étant donné que moi j'avais déjà plus de renommée sur le marché, bah, cette personne-là, en fait, elle jouit de ma notoriété pour pouvoir développer son activité. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il est possible, en fait, justement, de lutter contre ça, de ce, on va dire, entre guillemets, de ce vol d'identité de marque? D'accord. Je dirais ceci. Je dirais qu'il ne faut pas attendre d'avoir une société pour protéger son idée, protéger son logo, protéger sa marque. Dès qu'on a déjà une bonne idée, dès qu'on a déjà un logo, dès qu'on a déjà une marque, on a déjà une idée de ce qu'on veut et ce qu'on peut faire, on doit déjà aller à l'INPI, protéger, déposer non seulement le nom, le logo, mais
parfois, je veux dire quoi? En ce qui concerne, par exemple, la cuisine, les recettes. Oui, le descriptif de Le l'activité. descriptif de l'activité, même les recettes, en ce qui concerne la restauration. Donc, il ne faut pas forcément attendre d'avoir immatriculé une société pour protéger son activité, protéger sa marque, protéger un logo. On peut bien être une personne lambda, avoir déjà un projet à long terme, un projet qu'on va réaliser dans 5 ans, mais on est déjà un peu avancé sur le nom, sur l'activité et sur son logo. C'est des choses qu'on peut aller déposer en tant que simple personne physique. Donc, je voudrais vraiment que ça soit clair. Moi, toujours dans le souci des personnes qui nous suivent, Bien c'est sûr. quoi l'INPI? Parce que c'est important de... Et puis, déjà, oui, c'est quoi C'est l'INPI? une Et en même institution. temps, est-ce qu'il y a d'autres organismes par lesquels on peut passer Non, regarder en les- France, c'est le seul D'accord. organisme par lequel on peut passer pour protéger son logo. Et Ou toi, sa tu marque. conseilles justement les entrepreneurs, est-ce que tu les conseilles dans cette démarche en fait de protection de leur marque, de leur logo Oui. de leur activité? C'est important, Daniel. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des personnes qui se réveillent un beau matin et commencent à se plaindre. Tel m'a volé mon idée, tel m'a volé ma marque, tel m'a volé mon logo. Mais c'est justement parce que la personne a eu l'idée, certes, mais elle n'a pas pensé à aller protéger son idée. Tant que l'idée n'est pas protégée et que ce n'est pas enregistré quelque part, parce qu'on peut protéger non seulement nationale, à l'échelle nationale, mais on peut aussi faire une protection à l'échelle internationale. Quand on a une bonne idée, il faut s'élever rapidement le matin pour aller protéger l'idée. J'ai une question. Là, ça rentre dans le domaine financier parce que, en général, nous sommes entrepreneurs, on a envie de lancer une activité, mais par un moment, au niveau des poches, ça coince un petit peu. Ouais. Pour entreprendre ces démarches de protection, est-ce que ça coûte... Enfin, je suppose que ça va dépendre des zones, des pays dans lesquels on Oui. souhaite être enregistré. Mais est-ce que ça coûte cher? Et surtout la question, c'est pendant combien de temps est-ce que notre marque est protégée? Parce que ça aussi, c'est important, parce que c'est une question financière. On a investi. Est-ce qu'on doit investir chaque année ou tous les 2 ans? C'est une protection à vie. D'accord. C'est une protection à vie. Et est-ce qu'à Et partir du moment où on a protégé donc finalement ce savoir, notre Oui. logo, ses connaissances, ou en tout cas ce projet qu'on a, Oui. est-ce que ça reste régi simplement à l'ensemble du territoire national ou aujourd'hui ça va se faire sur le plan international? On peut faire le choix, justement, Sandrina, comme je disais tout à l'heure, on peut faire le choix de protéger à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale. C'est important Ça se de passe en savoir 2 ça. étapes. Oui. Oui, ça se passe en 2 étapes. Pour ceux qui sont en France, d'abord, une protection nationale. Et quand la protection nationale est validée, on peut faire une protection internationale. Comme ça, on est sûr que voilà, une belle nana à Abidjan ne va pas nous piquer notre idée. Ne va pas piquer notre idée. Ça peut arriver que même en France, ayant déposé, par exemple, ayant protégé notre marque, qu'on ait des personnes qui nous volent notre idée. Mais à ce moment-là, on a ce qu'il faut pour faire un recours légal. Oui. On a une base légale pour faire un recours. Et c'est très vrai. Comme tu viens de dire, oui, on a une base légale pour faire un recours parce qu'on a vraiment cette possibilité de prouver Oui. que nous avons effectué les démarches en fait pour protéger notre société et donc la personne qui est en train de venir, si elle arrive après nous, à part si elle a créé son activité bien avant nous, mais si on a créé avant, le fait d'avoir fait toutes ces démarches-là, ça nous permet vraiment de nous protéger et de lutter contre les usurpations d'identité qui sont assez fréquentes actuellement. Mais j'avais entendu, si je ne me trompe pas, que en ce qui concerne les enregistrements au sein de l'INPI, donc ça déjà, comme tu le dis, il faut absolument le faire. Au niveau des tarifs, oui, ça va dépendre des zones qu'on cible, mais il me semblait que ça durait 10 ans et après il fallait effectuer un renouvellement. Donc c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est tous les 10 ans en fait qu'il faut effectuer un renouvellement lorsqu'on protège sa marque, son... On va aller chercher On va aller chercher, oui. On va vous répondre, à cette question un peu Je plus pense, à précisément. ma connaissance, mais je préfère mettre des guillemets, mais je pense que c'est tous les 10 ans. C'est tous les 10 ans. Ouais, je pense. Mais C'est tous les on 10 reviendra ans. quand même avec quelque Exactement. chose de
voilà, de plus précis, de plus précis. dans les commentaires Mais avec je le pense petit que lien, c'est tous les 10 ans ouais. où il faut renouveler ses droits, sa connaissance et puis se mettre à jour selon le marché actuel du moment, de l'époque et ainsi de suite. D'accord, Ok. bah, merci. On va quand même chercher le lien, on va vous mettre ça dans les commentaires. Ouais, c'est important. Si on entre, tout à l'heure, tu étais en train de parler de ces personnes en fait qui créent une activité mais qui travaillent au black. Oui. Ces personnes-là, bon, je sais que parfois on n'a pas vraiment conscience. On sait qu'on est en train de travailler au black, mais on n'est pas conscient de tous les risques que cela peut générer derrière. Quels sont les risques que ces personnes-là peuvent encourir, juste le fait de développer des activités comme ça au black? D'accord. Je dirais que, par exemple, quelqu'un qui travaille déjà, qui a déjà un travail fixe, qui travaille déjà en tant que salarié et qui parallèlement à côté achète des produits, revend autour d'elle, c'est vrai qu'une personne comme ça aura rarement des contrôles. Mais au cas où la personne a des contrôles, c'est du travail dissimulé. Premièrement, c'est du travail dissimulé. Écoutez très bien. C'est du travail dissimulé et la personne, c'est l'État qui décidera. Je vais prendre un cas que j'ai actuellement, une personne que je suis. C'est une personne qui a certes créé son entreprise, mais elle n'a jamais fait de déclaration de TVA. Elle n'a jamais envoyé ses comptes au Trésor public. Elle n'a jamais payé d'impôts sur les sociétés. Elle n'a jamais payé de CFE. Cette personne se retrouve aujourd'hui avec un redressement de 197 000 euros. Je dis bien un redressement de 199 000 euros. Professionnel et personnel, pratiquement la même somme, 180 000 euros. On est déjà à près de plus de 360 000 euros de redressement. Une somme que l'État demande à cette personne. Parce que ça fait une dizaine d'années que la personne travaille sans rien payer, en toute impunité. Donc c'est quelque chose qui peut coûter cher. Est-ce qu'on peut aller en prison pour ça? Bien sûr. Non, il faut le dire pour ça peut aller jusqu'au pénal. Ça peut aller jusqu'au pénal, mais c'est à l'État de décider. D'accord. Donc en gros, il vaut mieux vraiment démarrer son activité avec de bases solides, en respectant les autorités institutionnelles, plutôt que de commencer au black et puis de prendre le risque d'être repéré un jour et de subir des conséquences financières, parce que ça peut même... ça dépend, si vous n'avez pas les ressources pour pouvoir payer tout ça tout de suite, ça peut entraîner des graves dégâts dans la vie quotidienne et freiner beaucoup de personnes dans leur développement. La fermeture déjà de la société. Exactement. Bien sûr. Ouais. Bah, une personne qui se retrouve avec un redressement de 190 000 euros, Sandrina, la personne n'a plus les possibilités financières pour s'acquitter de cette somme. Automatiquement, ça va être une liquidation, ça va être une radiation. La personne sera obligée de fermer son entreprise parce qu'elle n'a pas les capacités pour honorer cette dette-là. Alors, oui. Ça c'était dans le cadre des personnes qui n'ont encore... Qui ont entrepris, mais qui n'ont rien fait, qui n'ont fait aucune déclaration. Mais il y a aussi le cas où on entreprend, justement, et donc on est déjà c'est-à-dire qu'on a déjà le statut, on a déjà pris conscience, on a déjà fait ces démarches-là. Oui, on a déjà fait ces démarches et on entreprend déjà. On est déjà gérant d'entreprise, on est déjà représentant légal d'une entreprise. Et à ce moment-là, l'argent de la société, on l'utilise pour les besoins personnels. Ça, c'est aussi un autre cas du non-respect. La déclaration des achats personnels en dépenses professionnelles. Oui, ça, c'est encore un autre cas du non-respect des autorités, du non-respect des obligations. Parce que quand on crée une société, quand on est représentant légal d'une société, quand on est gérant d'une société, on sait que parmi ces obligations, on ne doit pas utiliser l'argent de l'entreprise pour ses besoins personnels. On ne doit pas utiliser l'argent de l'entreprise n'importe comment. Il y a un cas qu'on a eu très récemment, c'est passé dans les journaux télévisés, c'est le cas de Carlos Ghosn. Oui. Sujet très en vogue actuellement. Voilà. Et à suivre, hein, c'est important. Voilà. On apprend beaucoup de choses à travers cette histoire. Le big boss de Renault-Nissan qui a utilisé l'argent de l'entreprise pour éponger ses dettes
personnel. C'est simplement un abus de biens sociaux. On a bien vu qu'il avait été emprisonné. C'est quoi un abus de biens sociaux? Justement. Pour ceux qui nous écoutent. Justement, un entrepreneur, quand on devient entrepreneur et qu'on opte pour une forme juridique, ça veut dire qu'on a créé sa société. Là, déjà, la société n'appartient pas à l'entrepreneur. Même si on est à la tête, même si on est l'initiateur du projet, la société ne nous appartient pas. C'est un bien social. Donc, en tant que bien social, l'entrepreneur n'est que le représentant légal. Il n'est que le gérant. Il ne doit en aucun cas utiliser l'argent, par exemple, de l'entreprise pour se payer des vacances aux Bahamas. Il ne doit en aucun cas utiliser l'argent de l'entreprise pour aller chez Louis Vuitton s'acheter des sacs de marque. Ou se construire des maisons personnelles. Ou se construire des maisons personnelles. Ou se nourrir au quotidien, tout simplement aussi. Parce que Non, là, on parle de grandes choses. non. Se nourrir au quotidien, ouais. ça c'est Ça, discutable. ça peut- Il y a des cas où l'entreprise peut prendre en charge. Ça c'est discutable. Donc, c'est l'utilisation de l'argent de l'entreprise à des fins personnelles. C'est ça l'abus de biens sociaux. Et c'est puni par la loi. L'amende peut aller jusqu'à 3 750 000 euros. Ah oui. Ah oui. Ah oui. 5 ans d'emprisonnement. Ça montre vraiment l'importance de faire attention à tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on met sur pied. Ouais. Et justement, tu parles d'un entrepreneur. Oui. Déjà, comment dire, oui, en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on a un compte bancaire Oui. qui est parfois, en général, on utilise le compte courant pour toutes les activités. Donc, il y a les paiements personnels qui entrent dans ce compte-là et aussi tous les paiements de l'activité professionnelle qui entrent dans ce compte-là. Quel est le conseil en fait qu'on pourrait donner aujourd'hui à ces entrepreneurs-là pour pouvoir bien distinguer les deux et ainsi quand on a des rappels de l'État pour pouvoir se mettre à jour de ses cotisations, le faire de la façon la plus simple possible sans se perdre et sans confondre les rentrées financières, même si c'est un seul compte qu'on utilise pour les deux activités. Ok, Daniel. C'est une très bonne question, mais je voudrais apporter une petite précision. Le seul cas où on peut utiliser le compte personnel comme compte professionnel, c'est le cas où on est entrepreneur individuel, pour les auto-entrepreneurs. Ce n'est que dans ce cas-là que l'État autorise. Mais maintenant même, c'est conseillé d'avoir un compte professionnel, même si on n'est que auto-entrepreneur, d'avoir un compte professionnel à part et un compte personnel à part, pour bien séparer les deux, de telle sorte que les revenus de l'activité aillent dans le compte professionnel et les revenus personnels aillent dans le compte personnel. Et justement, quand les choses sont bien séparées, là, on peut savoir, on peut faire le point sur ces comptes. On peut savoir ce qu'on a dans les comptes, on peut savoir ce qu'on peut payer, parce que quand tout est mélangé, on se sert pour tout et n'importe quoi. Et après, quand l'État vient pour se servir, il n'y a plus rien. Donc, il faut vraiment bien séparer le compte professionnel et personnel, même pour les auto-entrepreneurs. C'est important. Donc voilà le petit conseil du jour. N'hésitez pas, séparez bien vos comptes. Et au niveau de l'engagement, comment dire, par exemple, je crée ma société, oui, j'investis, je mets mon petit capital de base et tout. Demain, ma société fait faillite. Oui. Est-ce que l'État va venir, je dis l'État, est-ce que l'État va venir, prélever dans mon compte courant directement pour payer ma dette, ou alors il y a des façons, je ne vais pas dire d'échapper à ça, mais est-ce qu'on dépend, je sais pas comment poser indéfiniment de sa la société. responsabilité, Voilà, ça c'est oui. exactement. Justement, je Merci, pense que je cherchais le mot. je pense que ta question va dans les limites des responsabilités de l'entrepreneur. C'est ça. Justement. Et justement, il faut délimiter les responsabilités à la création de l'entreprise. D'où encore le bon choix du statut juridique. Parce qu'il y a des sociétés où, en tant que représentant légal ou simple associé, on est responsable indéfiniment des dettes de la société. C'est le cas des SNC, des sociétés à nom collectif. C'est généralement des sociétés que les personnes
qui sont en profession libérale créent. Dans ce genre de société, même si on est associé qu'à 20%, un créancier à qui on doit 50 000 € est en droit de venir poursuivre un ou l'un des associés. Donc, il peut ne pas poursuivre tous les associés, il peut cibler un associé qui poursuivra pour sa dette de 50 000 €. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que là, justement, dans cette société, les responsabilités ne sont pas limitées. On va prendre par exemple le cas d'une EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Là, vraiment, les responsabilités seront vraiment limitées à ce qu'on a mis dans la société ou à ce qu'on a choisi de mettre au profit de la société. Et dans la SARL, c'est vraiment c'est bien figé. Ou dans les SAS, c'est bien figé. La responsabilité de l'entrepreneur ne sera qu'à hauteur de ses pas dans la société. Donc même en cas de faillite de l'entreprise, là, c'est une faillite qui est liée à la personne morale. La société en elle-même est une personne morale. Et maintenant, le représentant légal ou le gérant est une personne physique. Donc, l'État, sauf en cas de mauvaise gestion ou d'abus de biens sociaux, l'État n'ira pas chercher dans la vie de l'entrepreneur, n'ira pas dans le compte personnel de l'entrepreneur prendre de l'argent parce que dans le compte pro, il n'y en a pas assez. Je pense que c'était ça ton idée. C'est exactement ça. Rassure-toi. Des fois, on a un petit peu peur. On se dit, on ne sait jamais si je fais faillite. Est-ce qu'on va prendre dans mon compte courant D'accord, ok. Très bien. J'ai une autre question aussi, justement, concernant nos comptes bancaires, donc c'est-à-dire le compte particulier et le compte qui est lié à la société, le compte professionnel. Alors, quand il y a des transactions qui se font, c'est important qu'on puisse le savoir parce qu'à un moment donné, l'État va aller regarder tout ça, la clairvoyance, voir à peu près comment le compte fonctionne. Mais s'il y a souvent, comme elle dit, comme on vient de dire tout de suite là, que l'État constate qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il faut garder des justificatifs? Est-ce qu'il va falloir qu'on explique pourquoi il y a toujours ce mouvement, hormis le salaire? Parce que peut-être qu'on est entrepreneur et que finalement on est salarié à côté. Ça veut dire qu'on se paye, on s'auto-paye parce qu'on peut être son propre patron, mais dans ce propre patron, on se fait un salaire qui sera dans les règles. Donc du coup, cette écriture bancaire va être écrite, mais toutes les petites choses à côté, qu'on parlait de biens sociaux et tout ça là, parce qu'il faut le dire, parce que parfois il y a des moments, on fait des choses, on ne se rend pas compte, on voit que dans le compte société il n'y a pas, mais dans notre propre compte il y en a, et on se dit bon tiens, on va payer telle salle avec l'argent qui va venir de notre propre compte, mais les écritures restent, donc c'est important d'en parler tout ça. Là on va toucher dans le côté de la gestion de la caisse de l'entreprise. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Sandrina. Justement, je dirais ceci. Je veux paraître un peu stricte, mais c'est la chose à faire. Chaque sortie de trésorerie de la caisse de la société doit être justifiée. D'accord. Chaque centime qui sort du compte bancaire de la société doit être justifié. Pas une facture. Ça veut dire que j'ai 10 000 € dans mon compte professionnel. Si je sors 5 € du compte professionnel, je dois justifier ces 5 €. Parallèlement, je dois avoir des justificatifs. Quand on devient entrepreneur, on doit changer de mentalité. Chaque fois qu'on dépense de l'argent, surtout quand il s'agit de l'argent de la société, automatiquement, on doit penser à prendre un justificatif. Parce qu'en gestion, on dit que qui peut voler 1 € peut voler 1 million d'euros. Donc, même quand l'État vérifie, il va aller jusqu'à te demander les justificatifs d'1 €, d'1,50 €, toutes les sorties de caisse de la société. Donc, je pense qu'avant même d'entreprendre, c'est une notion qu'on doit intégrer. Et en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose, ça doit devenir quelque chose d'automatique. J'ai utilisé la carte bleue de ma société pour acheter un stylo. Je demande la facture à la caisse.
Et après, s'il y a des mouvements du compte professionnel vers le compte personnel, il faudra que ça soit justifié. Parce qu'il peut avoir ces mouvements-là pour un salaire, justement. Parce que l'entrepreneur est son propre patron. Ça peut être aussi pour un remboursement de notes de frais. Parce que l'entrepreneur peut utiliser son argent personnel pour des achats professionnels. Et là, on établit une note de frais. Et il y aura un virement du compte professionnel vers le compte personnel. Mais ceci dit, c'est toujours justifié. Je ne sais pas si là-dessus tu es rassurée. Ah non, tout à fait. Ah oui, 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 oui. Non, parce que c'est la clairvoyance, c'est important. Non, mais c'est vrai, hein, c'est très, très important. On entend souvent des entrepreneurs, on dit souvent les 2 premières années, d'ailleurs, je voulais par ricochet, on arrive à là, c'est ce qu'on entend dans le jargon, qu'on dit toujours que non, quand on est entrepreneur, ce sont les 2 premières années où on peut se permettre, et après finalement on voit qu'au bout de 2 ans, 3 ans, finalement l'entreprise elle tombe, alors que les 2 premières années, parfois l'entreprise fonctionnait convenablement bien, mais en fait c'était en fonction parce que on respectait peut-être pas forcément les choses, où l'État était très calme, et au bout de 2 ans, on commence à demander justement des comptes et autres et tout ça. Donc voilà pourquoi je pose toutes ces questions, parce que c'est important. Là, on a la possibilité d'avoir une personne qui a cette expertise-là, et c'est important justement, comme on promouvoit l'entrepreneuriat, d'en parler, de dire toutes ces problématiques que l'entrepreneur peut avoir, parce que ceux qui sont salariés, ils ont déjà toutes ces personnes qui s'en occupent, alors que là, quand on est son propre patron, c'est important de savoir toutes ces choses-là. Comme elle l'a dit, il faut vraiment avoir une mentalité vraiment transformée, changée, et de bien dissocier le travail, l'argent, et c'est important finalement. Oui, très très important. Parce que je dirais que plusieurs sociétés font faillite, pas par manque de clients, pas par manque d'expertise, mais la plupart du temps, par mauvaise gestion de la trésorerie, justement. Cet argent qui va de gauche à droite, qui va n'importe où, qu'on utilise n'importe comment, sans forcément avoir réglé les choses les plus importantes, les choses essentielles, et qu'en fin de compte, la première année, c'est calme. C'est après l'élaboration du premier bilan que l'État, en fonction des délais, des deadlines, l'État va se rendre compte que là, on est fin juin et cette société n'a pas fourni de bilan ni rien du tout. On n'a reçu aucun paiement de CFE, on n'a rien reçu. Là, l'État va se réveiller et envoyer justement des relances. Et à ce moment-là, quand l'État envoie des relances et que en amont, la société était censée, par exemple, faire des trucs comme des déclarations de TVA, c'est des montants quand même assez conséquents, et que l'entrepreneur n'avait pas connaissance justement de cette obligation fiscale-là, ou peut-être l'entrepreneur avait connaissance de l'obligation fiscale, mais a plutôt préféré utiliser l'argent pour s'acheter des chaussures de marque, à ce moment-là, ça fait mal. L'État se réveille, mais il n'y a plus rien dans la caisse. Et justement, je voulais... ça introduit un petit peu ma question qui était liée aux charges. Aux charges de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour les anticiper, pour les préparer? Et justement, parce que pour certaines activités, par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur, je sais que les premières années, on ne paye pas énormément de charges. Mais au bout de la 2e, la 3e année, là, on a les charges qui s'élèvent et tout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour anticiper ça, pour préparer ça et éviter d'être pris de court quand il y a ce changement-là qui opère? D'accord. On prend le cas de l'auto-entrepreneur, comme tu l'as dit, Daniel. L'auto-entrepreneur a une obligation déclarative. C'est la déclaration de son chiffre d'affaires. Soit il opte de le faire mensuellement ou trimestriellement. Quand l'auto-entrepreneur, il déclare son chiffre d'affaires tous les mois, automatiquement, il paye ses cotisations. Donc, il ne cumule pas. D'accord? Il ne va pas attendre 1 an, 2 ans pour se retrouver à... Voilà. Donc, il faut déjà que l'auto-entrepreneur fasse des choses correctement dès le départ, dès son immatriculation. Qu'il sache que je dois déclarer mon chiffre d'affaires et je dois automatiquement payer soit les 14%, soit les 23, quelque chose pour cent si on a en prestation de service. Et là, c'est une charge figée. Et à côté de cela, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre en place, ce qui peut l'aider, c'est avoir un tableau de prévision. D'accord? Dans ce tableau de prévision, il peut se poser et lister ses charges. D'accord? Lister ses charges. Là,
lister ses charges et mettre ses entrées. Là, il aura une idée des entrées qu'il a, une idée des charges futures à venir. Donc, il ne sera pas surpris. L'auto-entrepreneur ne sera pas surpris. Dans le cadre d'une société, le gérant de la structure, il va mettre en place un budget, un tableau de prévision de trésorerie. D'accord? Dans ce tableau de prévision de trésorerie, on peut le faire. Je préfère que ça soit des prévisions mensuelles. Si c'est un tableau de prévision mensuelle, là, on pourra mettre toutes les charges du mois et avoir une idée des entrées et savoir que ce mois-ci, on doit sortir telle somme et il y aura telle somme qui rentrera. Je veux même pousser plus loin. Je dirais qu'il ne faut pas que les prévisions se limitent au niveau mensuel. On peut faire des projections, justement. On rentre dans le prévisionnel. D'accord? On prévoit déjà sur 3 mois. On fait un tableau de prévision sur 3 mois, même sur 1 an. Après une année d'activité, on a déjà une idée. On a déjà une petite expérience. On sait déjà les charges qu'on aura. Donc, on peut déjà établir un tableau de prévision de trésorerie annuelle qu'on ajuste mensuellement. Ça permet d'être toujours au courant. Ça permet d'éviter les surprises et d'anticiper les dépenses. D'accord. Alors, une question? oui, moi j'ai une question parce que c'est très technique. Hein. et d'ailleurs, c'est le but. Hein. Oui. Mais pour justement ces personnes qui nous écoutent, c'est quoi la TVA? Ah, d'accord. J'ai 3 petites questions comme ça. La TVA, cotisation, numéro d'immatricule. Oui. Vraiment brièvement, hein, parce que je sais qu'on n'a pas le temps. Et qui paye la TVA, parce que ça aussi c'est très important. D'accord. Voilà. Il faut comprendre Voilà. qui paye la TVA. Exactement. C'est des petites C'est quoi questions. la TVA? La TVA, c'est la taxe Et sur la la valeur. prévision aussi. Ouais. Voilà. La taxe sur la valeur ajoutée. Qui paye la TVA? C'est l'entreprise, la personne morale qui paye la TVA. Ce n'est pas une personne physique. C'est vrai que la personne physique paye en finalité. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont soumises à déclaration de TVA, c'est des personnes morales, c'est des entreprises. À l'immatriculation de la société, il y a des options. On doit choisir des options. Soit on opte pour une déclaration mensuelle de TVA, trimestrielle ou annuelle. Donc, on se dit, en fonction de son activité, si on vend par exemple des vêtements, on sera environ à 20%. Si on vend des livres, ça peut être 5% ou 2%. Mais vraiment, si on est prestataire de service, la TVA sera de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur, à chaque fois qu'elle va vendre, à chaque fois que l'entrepreneur fera ses factures de vente, elle devra rajouter les 20% de TVA qu'à ce moment-là, elle sera en train de collecter. D'accord? Ça, c'est la partie où l'entrepreneur vend ses prestations de services et collecte la TVA. Et il y a aussi la partie où l'entrepreneur dépense, achète des prestations de services ou achète de la marchandise. À ce moment-là, quand l'entrepreneur achète, elle achète TTC. Donc, la TVA est greffée dessus. Et là, quand elle achète, sur ses factures d'achat, il y a ce qu'on appelle la TVA déductible. Donc, elle va faire... On va prendre la TVA qu'elle a collectée, on va déduire la TVA sur ses achats et ça, le montant sera la TVA à reverser. Ça, c'est pour faire simple. Et c'est uniquement les sociétés qui sont soumises à TVA. C'est vrai qu'avec le doublement des plafonds de chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs, il arrivera à un moment donné qu'un auto-entrepreneur puisse être assujetti à la TVA. Parce qu'aujourd'hui, en prestation de services, on est à 70 000 €. Et en vente de marchandises, on est à près de 140 000 €. Ça veut dire qu'arriver à près de 40 000 € de chiffre d'affaires, quand on dépasse déjà les 35 000 € de chiffre d'affaires, automatiquement, on est assujetti à la TVA. Donc voilà, les personnes qui sont assujetties à la TVA. Sandrina parlait de cotisation, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est une cotisation qu'on paye une fois par an. Une entreprise qui est immatriculée, on va dire en milieu d'année, en année en cours. C'est vrai que la première année, généralement, on n'est pas très soumise. Mais l'année qui suit, une entreprise qui a travaillé toute une année, au mois de décembre, doit reverser la cotisation foncière des entreprises. Et c'est une somme qui est calculée par l'administration fiscale.
Je ne sais pas si... Ah oui, tout à fait. Encore C'est une autre question technique. Je pense que c'était prévision. On a parlé. Voilà, voilà. Ok, Tout les simplement prévisions. expliquer vraiment brièvement, hein, parce que c'est tout ce qu'elle est en train de nous dire, c'est vraiment très technique. Et là, en une heure, on peut pas rentrer, parce qu'on peut parler de la TVA pendant des jours et ainsi de suite. Mais là, on essaye quand même de vous donner des brins, des notions pour que vous puissiez savoir dans quoi vous vous engagez. Et puis, bien évidemment, par la suite, eh ben, lorsque vous serez dans l'action, eh ben, c'est de vous rapprocher des personnes compétentes pour vous accompagner dans ce projet. Alors, prévision. C'est prévoir. Les prévisions, c'est quelque chose, on anticipe. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé des prévisions de trésorerie, du budget de trésorerie, d'établir un prévisionnel dans la trésorerie. Ça veut dire, aujourd'hui, on est samedi. Nos prévisions, ça va être dans les dates à venir. Donc, c'est quelque chose à venir. C'est les dépenses à venir. C'est les recettes à venir. C'est tout cela qu'on appelle prévision. Et il faut essayer de condenser ça dans un tableau. Il faut le mettre dans un tableau. Ça serait un peu comme une sorte de tableau de bord. On sait ce qu'on a, on sait où on va, on sait ce qu'on aura, on ne sera pas surpris. Et d'ailleurs, je pense que ce tableau, il est très important. Je crois que c'est sur 3 à 5 ans qu'il faut déterminer son prévisionnel. Et c'est très important, notamment lors des demandes de levée de fonds ou alors des demandes d'emprunt bancaire, parce que voilà, des demandes de financement. Parce que quand vous allez aller voir votre conseiller, ok, vous avez toute la partie rédactionnelle qui va l'intéresser, mais c'est son retour sur investissement. Alors moi, j'ai encore une autre question. La priorité. Alors je ne sais pas du coup finalement, c'est quoi un levée de fonds? C'est très important. Voilà, donc tu le fais, mais je te laisse le faire quand même. C'est toi. Les levées de fonds, c'est pour généralement c'est les startups, c'est des entreprises qui se lancent, qui n'ont pas les fonds nécessaires et qui vont faire appel à d'autres personnes, aux entreprises ou aux particuliers, pour avoir les fonds nécessaires pour réaliser leur projet. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans le lever du fonds pour une entreprise, pour une association, en termes de dons, c'est la même chose? Pas du tout. C'est vraiment totalement différent. Les dons, c'est complètement autre chose. C'est important. Voilà. Parce que dans les levées de fonds, généralement, il y a une contrepartie. Alors que le don, c'est quelqu'un qui donne à l'association sans rien attendre en retour. Mais est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut avoir un don? On Non. peut ou pas? C'est important de le dire aussi. Une association, une entreprise, non. Donc une entreprise aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, quelqu'un ne peut pas venir te donner de l'argent en te disant tiens, ça c'est pour toi. Non, il faut que voilà. Non, parce qu'au fait, l'association, c'est une organisation à but non lucratif. Et elle vit uniquement des dons qu'elle reçoit des donateurs. Alors qu'une entreprise, c'est une organisation à but lucratif. L'entreprise est censée générer du bénéfice. Et quand on est entrepreneur, quand on est une entreprise et qu'on vend des prestations de services ou des produits à des fins pour pouvoir avoir un bénéfice, on ne peut pas collecter des dons. D'accord. C'est pas possible. Une entreprise n'a pas la capacité de collecter les dons. Bon, le sujet est vraiment très très technique, donc comme Sandrina le disait, en une heure on ne peut pas aborder tous les aspects en fait de tout ce qui concerne l'entreprise, la création d'une entreprise, sa gestion. Donc n'hésitez pas surtout à vous rapprocher de Georgette Massing qui saura vous conseiller, vous donner beaucoup plus de détails et vraiment vous suivre individuellement parce que chaque processus, chaque création, en fait, dépend de l'état d'esprit de chacun, de l'activité, des financements que vous avez, de vos réels besoins. Donc, surtout, n'hésitez pas, on donnera ses coordonnées tout à l'heure. On avait une question d'un auditeur qui voulait savoir, en France, bon, aux États-Unis, on l'a déjà vu, des jeunes à partir de 10 ans qui disent oui, j'ai créé mon entreprise, mais à partir de quel âge est-ce qu'on peut vraiment créer une entreprise? Est-ce qu'on peut créer une entreprise à tous les âges? Non. En France, il faut attendre à peu près 16 ans. Même là, à 16 ans, on a un représentant légal. On a un représentant légal. Donc, aujourd'hui, un jeune ne peut pas vraiment se lever tout seul pour créer une entreprise. Il sera sous la tutelle d'un représentant légal, ses parents. Donc, même étant jeune, je pense que même moins de 16 ans, on peut le faire en France, mais ça ne sera pas à son nom. L'entreprise pourra en aucun cas être représentant légal d'une société parce qu'il n'a pas la majorité, parce qu'elle n'a pas la majorité. Mais là, la société
un jeune pourra éventuellement être associé. D'accord. Mais c'est le parent qui sera le représentant légal de la société. Alors moi, j'ai une question, là. Je voulais simplement savoir, en peu de temps, succinctement, pour entrepreneur à ce moment-là, en porteur de projet, celui qui est déjà bien assis, si aujourd'hui tu devais conseiller toutes ces femmes qui vont nous suivre, aujourd'hui, quels sont, on va essayer de refaire un petit récapitulatif, hein, mais vraiment les grands axes, parce que vraiment c'est au cas par cas, c'est en fonction et en fonction, mais vraiment les grands axes qui sont indélébiles, ceux qu'on ne peut pas faillir, ceux qui sont vraiment importants pour tous. Et si je pouvais compléter, on sait que les lois évoluent énormément, tout ce qui est législation. Donc, s'il y a aussi quelques sites internet ou quelques, je sais pas, journaux, quelques livres qu'il faudrait lire et tout pour être au courant de toute cette actualité-là, je pense que nous sommes tous preneurs et preneuses. D'accord. En petit résumé, je dirais que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui souhaite entreprendre doit, premièrement, choisir un statut juridique. Ça, voilà, c'est incontournable. La personne doit immatriculer son entreprise pour avoir un numéro de SIRET, comme Sandrina l'avait évoqué tout à l'heure, parce que c'est ce numéro de SIRET qui fait foi. C'est ce numéro de SIRET qui vous montre que vous avez déjà une société, une personnalité morale qui est différente de vous. Donc, la personne immatricule son entreprise, la personne s'assure de connaître ses obligations en tant que représentant légal d'une société. Ça doit être les obligations fiscales, tout ce qu'elle doit à l'administration fiscale, les cotisations, les déclarations, tout ce qu'elle doit reverser parallèlement à son chiffre en fonction de son chiffre d'affaires. La personne doit maîtriser cette obligation fiscale. À côté, il y a l'obligation aussi sociale. En cas d'emploi de salarié, la personne doit savoir qu'elle doit faire ses déclarations URSSAF, doit payer ses cotisations URSSAF, doit payer ses retraites et tout ça. Donc ça, c'est des choses vraiment primordiales à maîtriser. Parallèlement, à côté de cela, il y a la partie finance, la partie gestion de la caisse de l'entreprise. Parce que je disais tout à l'heure que certaines entreprises faillissent, pas parce qu'elles n'ont pas de clients, mais simplement parce que la caisse est mal gérée, simplement parce que l'argent de l'entreprise est mal géré. Donc, au-delà de la maîtrise des obligations, l'entrepreneur doit savoir gérer sa trésorerie. Parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans argent. On est d'accord? Donc, je penserais que ça, c'est vraiment les points très, très importants à maîtriser. Parallèlement, pour connaître ses obligations, par exemple, vis-à-vis de l'administration fiscale, le site Impôts Gouv, il y a énormément d'informations là-dessus. Les délais, les déclarations, comment faire, à quel moment. Il y a énormément d'informations sur le site Impôts Gouv. Même je pense que sur le site URSSAF aussi, on a énormément d'informations là-dessus. Sur la CCI, sur les sites de la CFE aussi, il y a énormément d'informations. Je voudrais dire à un futur entrepreneur de ne pas hésiter d'aller à la chambre de métier, à la chambre de commerce, pour prendre des renseignements. Ils sont là pour ça. Et c'est des personnes très disponibles, très disposées pour répondre aux questions. Au-delà de leur site internet, il faut aussi se rendre sur place. Ils proposent parfois des formations à la création d'entreprises, des formations pour des futurs dirigeants d'entreprise. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher l'information. Parce que c'est la personne qui a la bonne information qui a le pouvoir. On peut être plusieurs à entreprendre. On peut être plusieurs à se lancer dans une activité. Mais la personne qui va réussir, la personne qui aura une bonne longueur d'avance sur l'autre, c'est celle qui aura la bonne information. Je veux aller, voilà, dans mes convictions religieuses. La Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. D'accord? Donc, quand on n'a pas la bonne information, on peut périr. Je dirais aussi ceci. Pour toutes ces personnes qui entreprennent dans l'ombre, tout ce qui est obscur ne prospère pas. Pensez à régulariser votre situation. Parce que je dirais toujours, si je me base sur la Bible, Dieu nous remplit en fonction du vase qu'on lui propose. Si tu viens donner un statut d'auto-entrepreneur
à Dieu, c'est un statut qui est déjà limité. Le chiffre d'affaires est déjà limité, d'accord? Il te donnera en fonction de ce que tu lui as présenté. Et Dieu lui-même nous demande de respecter les autorités parce que les autorités ont été établies par lui. Donc, si on veut faire les choses proprement, on doit sortir de l'obscurité, parce que Dieu n'est pas obscur. On doit faire les choses proprement et respecter les autorités, donner à César ce qui est à César. Eh bien, en quelques mots, tu viens tout simplement de rappeler l'une de nos phrases, l'un de nos slogans qui est « Le savoir est une arme ». Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre tous les conseils que nous avons pu vous apporter à travers cette émission et surtout grâce à l'expérience et à l'expertise de Georgette. N'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre contact avec elle. On fait comment pour te contacter, Georgette, en quelques mots? Je suis visible sur Facebook, j'ai la page Opti Entrepreneur ou sinon ma page personnelle, Georgette Massing-Manig. Je suis aussi sur Instagram. Ou sinon, il y a aussi l'adresse mail de mon entreprise, contact@optientrepreneur.com. D'accord, n'hésitez pas, prenez contact avec elle, vous serez mieux suivi et vous aurez vous aurez des questions plus approfondies, des réponses plus approfondies à toutes les questions que vous vous posez. Alors, comme le savoir est une arme... J'ai quelque chose, excuse-moi, pour dire notre chère Georgette, le direct. Voilà, le direct, c'est que je voulais quand même vous parler de quelque chose de très important parce que nous avons Georgette qui nous a annoncé qu'elle justement, elle avait écrit un livre qui va sortir très bientôt. Très bientôt. Et donc, on va lui laisser vraiment un petit instant pour nous faire part de ce livre, de ce témoignage. Et nous reviendrons donc sur le plateau à ce moment-là pour en parler de façon beaucoup plus large et beaucoup plus en profondeur. D'accord. Alors, mon livre a pour titre « Gracié et libéré de 524 000 € de dettes ». Et parallèlement, tout en bas de la couverture, je donne 14 clés pour mieux gérer ses finances. Ce livre m'a été inspiré comment? C'est ma souffrance, au fait. Je parle de mon témoignage, je parle de mon vécu, je parle de ma traversée de désert, je parle de comment j'ai investi, je parle de comment j'ai fait faillite, je parle de comment je me suis retrouvée avec des dettes et je parle de comment j'ai pu sortir de mes dettes. J'évoque les moments où je devais être obligée de gérer mon quotidien mensuel avec 40 €. 40 € par mois. Donc, c'est un livre que j'ai écrit avec tout mon cœur. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est un livre qui s'adresse aux entrepreneurs parce que je parle de ma faillite. Je parle de comment je me suis relevée. C'est un livre qui peut aider n'importe qui. C'est un livre qui vient aussi encourager des personnes qui sont découragées. C'est un livre qui vient justement fortifier les personnes qui sont affaiblies, des personnes qui se disent que voilà, il n'y a plus d'espoir, des personnes qui se disent, bon, au fait, je suis venue accompagner les autres. C'est un livre qui vient vous donner de l'espoir. C'est un livre qui vient vous dire que rien n'est figé dans la vie. C'est un livre qui vient vous dire qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour la souffrance, un temps où Dieu relève. Donc, c'est vraiment un livre pour tout le monde. Donc, je vous encourage et on à vous en procurer. Ton livre très rapidement. Pour l'instant, il est en précommande. En m'envoyant un mail... sur contact@optientrepreneur ou même via Messenger pour les personnes qui sont sur Facebook. D'accord, merci Georgette. Donc, comme Sandrina le disait, on reviendra très prochainement sur le plateau pour pouvoir parler de ce livre en profondeur et vraiment de ce qui a poussé Georgette à raconter son histoire par écrit et à partager cette histoire avec nous tous. On va revenir très rapidement sur nos deux événements qui sont à venir. Donc, on a le 28 septembre 2019 ici à Paris à partir de 15h. Nous organisons notre événement trimestriel, le Business Networking. C'est tout simplement un événement au cours duquel, pour une fois, on accueille volontiers les hommes. Ouais, les hommes voilà, un événement qui va réunir des hommes et des femmes pour tout simplement réseauter, développer son réseau professionnel. On aura 3 intervenants, un qui sera spécialisé dans le recrutement,
la deuxième dans le développement personnel. Et notre invité qui n'est plus surprise, qui sera le bonus de l'événement. Georgette Massigne, qui sera le bonus de l'événement et qui viendra encore nous apporter un petit peu plus en expertise sur le domaine de l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, suivez nos réseaux sociaux, vous avez tous les liens pour pouvoir réserver vos places. Et ensuite, on a le bootcamp de l'entrepreneur. Voilà, on a le bootcamp de l'entrepreneuse, comme vous le savez maintenant. Alors, nous sommes à notre deuxième édition. C'est le 1er novembre. Vous pouvez déjà réserver vos places. Il faut savoir que cette année-ci, c'est l'esprit d'entreprendre, la vision. Nous aurons 4 thématiques et on vous réserve des surprises lors de cette journée. Alors, soyez nombreux. Commencez déjà à vous inscrire. Écrivez-le déjà dans votre agenda et nous nous retrouverons cette journée autour de l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Et tous nos réseaux sociaux, suivez-nous, partagez autour de vous. Toutes nos actualités y sont et toutes les activités que nous avons déjà pu effectuer. Donc Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, c'est Femmes Générationnelles. Bon, à très bientôt. À très bientôt. Bientôt.